Nous avons le privilège d'être au Beth Midrash Ber Moshe à Paris, auprès de Rav Yehoshua Gronstein, qui nous a reçus, et qui a été l'élève de Rav Moshe Soloveitchik à Zurich, qui était un gadol hador, un grand de la génération. Et comme c'était son élève, alors il va nous apporter son témoignage sur ce grand personnage. Shalom Aleichem, Rav Gronstein. Shalom Aleichem. Vous étiez un des élèves de Rav Moshe Soloveitchik, le gadol hador, un de ceux qui dirigeaient le judaïsme en Europe. Et notre première question, c'est comment s'est fait ce contact? J'ai connu Rav Moshe alors qu'il était Rosh Yeshiva de Lucerne. J'y ai été amené par un de mes premiers maîtres, qui était Freddy Rothschild d'Alav Shalom, qui était un élève très proche de Rav Moshe. C'est lui qui m'a invité à Yeshiva à Lucerne. Je suis allé 2 fois à cette Yeshiva et j'ai pu parler un tout petit peu avec Rav Moshe. Et c'était ça mon premier contact avec Rav Moshe. Et c'est ensuite une équipe d'amis qui m'ont beaucoup aidé. Quand je suis allé à la Yeshiva, je suis allé à Ber Yaakov sur le conseil de Rav Moshe. Il y avait le Rav Wolbe à l'époque. Et le mashgiach de Ber Yaakov, c'était Rav Wolbe. J'ai surtout été marqué par Rav Wolbe, beaucoup moins par le Rosh Yeshiva. La décision d'aller à Ber Yaakov, c'est Rav Moshe qui l'a prise. Et donc, je suis resté relativement peu de temps à Ber Yaakov. Et quand je suis revenu, entre-temps, Rav Moshe avait passé de Lucerne à Zurich. Et à Zurich, officiellement, il était un balabait qui donnait des shiurim. Et petit à petit, il est devenu une adresse incontournable à Zurich, et en Europe et même aux États-Unis, dans certains cas. Et bon, ça s'est fait grâce à cette personnalité extraordinaire qui était la sienne. Ça s'est fait en grande partie grâce à la tsniout de Rav Moshe. Rav Moshe était quelqu'un qui faisait énormément de choses dont personne n'avait absolument la moindre idée. Il était d'une discrétion incroyable. Si, par exemple, à un moment où il était déjà très connu et qu'il devait parler dans une assemblée, si pour entrer dans cette assemblée, il y avait une porte dérobée qui lui permettait de s'asseoir avant que le public ait compris qu'il était dans la salle, il trouvait la porte et il était assis. S'il a dû traverser la salle, c'est que vraiment il n'y avait aucune porte qui permettait d'entrer dans cette salle de façon discrète. Et c'était ça. Bon, c'était quelqu'un d'extrêmement discret. Et il est allé une fois aux États-Unis pour un din Torah, jusqu'à ce que les gens ont découvert que Rav Moshe était là. Ça a mis beaucoup de temps. Parce qu'il s'est mis dans un coin, et comme s'il était monsieur tout le monde, et rien du tout. Et donc c'était il n'avait pas, dans la choule où il priait, il n'avait pas une place, il n'était pas du tout devant, etc. Finalement, les seuls moments où il était devant, c'est au Yamim Noraïm, c'était l'habitude dans la choule de mettre les gens respectables derrière lesquels tout le monde voulait se cacher, on les met devant. Et après, ce qui était célèbre, c'est Rav Moshe qui ouvrait le Aaron à Neila, et tout le monde raconte que Rav Moshe était pratiquement dans le Aaron HaKodesh, je veux dire, tellement il était à ce moment-là. Mais tout d'une extrême discrétion, je veux dire. Et en fait, vous-même, Rav Gronstein, juste
Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous étiez le Rosh Yeshiva de la Yeshiva J'étais, mais bien après. Bien après, non. Bien après avoir connu Rav Moshe, après Ber Yaakov. Oh oui, tout évidemment. à fait. Mais avant de devenir Rosh Yeshiva, vous faisiez en fait des études de maths. Oui, j'ai fait des études. Vous avez fait un doctorat de mathématiques à l'école polytechnique générale de Zurich. Oui. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous aviez retrouvé... C'est pas dans ce cadre, c'est-à-dire parallèlement à mes études, j'ai eu le privilège d'étudier, de suivre les cours que beaucoup d'autres suivaient, et j'ai eu un privilège de pouvoir étudier très souvent, pendant de nombreuses années, avec Rav Moshe en tête-à-tête, disons. Vous avez eu ce qu'on appelle Azout Dekdusha, vous lui avez proposé? C'est mon père, Alav Shalom, qui a osé proposer une chose pareille, parce que le grand avantage de mon père, c'est qu'il ne connaissait pas Rav Moshe. Et donc, quand on a discuté qu'est-ce que j'allais faire, moi je voulais retourner à l'Yeshiva, mon père voulait que je termine mes études. Et alors, c'est mon père qui a dit, mais mon fils, il pourrait étudier avec vous. Pour mon père, il s'appelait Moshe, lui il était Rav Moshe, et Rav Moshe était Rav Moshe. Mon père, bon, Hachem, la Siyata Lishmaya était que justement il ne le connaissait pas, donc il a osé proposer quelque chose que personne d'autre n'avait proposé. Et donc j'ai bénéficié de ce manque de connaissance de Rav Moshe par mon père. Je pense que si mon père avait su qui était Rav Moshe, il n'aurait jamais osé proposer que j'étudie avec lui. Il acceptait facilement? Et Rav Moshe, non, il a commencé par dire qu'il n'avait pas d'heure fixe, où il en est, etc. Mais mon père a dit, mon fils, il étudie, donc il pourra se débrouiller, il fait des études, il pourra se débrouiller pour trouver du temps pour étudier avec vous. Donc finalement, Rav Moshe a bien voulu accepter. J'ai bénéficié d'un extrême privilège d'étudier des années avec Rav Moshe. Il savait que vous faisiez des études poussées de mathématiques? Bien entendu, ce n'était pas un secret. J'aurais pas, même si j'avais voulu le cacher, je n'aurais pas pu le cacher. Mais bien sûr qu'il le savait. Mais on n'a jamais parlé de ça. Il n'y voyait pas de réticence, en tout cas. S'il avait pensé que ça me disqualifiait pour étudier avec lui, il m'aurait dit, je n'étudie pas avec quelqu'un qui fait des études. Il y avait, dans le shiurim que Rav Moshe donnait, il y avait plein de gens qui avaient fait des études ou qui faisaient des études. Il vous a une fois discuté sur ce sujet de quelle est sa Hashkafat Olam, sa pensée sur des études universitaires? Il ne m'a jamais demandé quelle était ma Hashkafa en tant que mathématicien. J'en avais d'ailleurs pas, vraiment. J'ai été formé dans ce domaine-là, au départ par Rav Wolbe et ensuite par Rav Moshe. Je suis un produit, peut-être pas, malheureusement, pas vraiment abouti, mais de ces deux maîtres, en fait. On va quand même présenter le Rav Moshe Soloveitchik pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est né dans la ville de Brisk, c'était le petit-fils de Rav Chaim Brisk, le fameux géant dans la Torah. Il a, pour éviter les problèmes d'armée, on voulait l'obliger à aller à l'armée polonaise, il s'est sauvé avec son ami, le Rav Steinman. Les deux, ils sont partis à Montreux. Écoutez, il ne s'est pas sauvé. Pour pouvoir se dispenser de l'armée, il fallait montrer que la famille avait besoin d'un soutien de famille et qu'il allait obtenir ce soutien de famille, il allait pouvoir devenir soutien de famille, ce qui permettait de sortir. Il n'est pas sorti vraiment en même temps, ils ne sont pas partis en même temps, Baron Leib et lui. Enfin, ils étaient dans la même yeshiva, ils sont partis à peu près à la même époque. Ils se sont retrouvés ensuite, mais Rav Moshe, il est parti, comme il m'a dit, montrer que la famille n'avait rien, on n'avait pas d'argent du tout. Ça c'était très, très, très facile. On n'avait vraiment rien. Et ensuite, il a obtenu une lettre de Rav Bochko, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Montreux, qui disait qu'il allait, grâce à cela, avoir un salaire et qu'il allait pouvoir aider financièrement sa famille. C'est comme ça qu'il a pu sortir et échapper à l'armée.
C'est pas qu'il s'est enfui de cette c'est bien que vous le précisez. dans la campagne, si vous voulez. Il est sorti légalement, si vous voulez, ayant montré qu'il avait le droit de sortir d'après les lois de l'armée polonaise en question. Je ne sais pas si Rabbi Aaron Leib il avait les mêmes conditions. Rabbi Aaron Leib il était beaucoup plus faible physiquement que Rav Moshe. Quand ils étaient tous les deux en Suisse pendant la guerre, il y a eu des camps pour les étrangers dans lesquels ils devaient travailler. Ce n'étaient pas des camps de concentration du tout, mais la bonté suisse, elle allait jusqu'à un certain point. Et donc, ils travaillaient dans des chantiers. Et d'après ce que, c'est pas Rav Moshe qui me l'a dit, mais d'autres personnes qui étaient dans les camps aussi, qui m'ont raconté qu'en vérité, Rav Moshe il faisait son travail et le travail de Rav Aaron Leib aussi, qu'il n'avait pas la force de le faire. Rav Moshe était devenu un spécialiste des chantiers. Très souvent, quand on marchait à Zurich, il voyait quelqu'un qui tenait un marteau-piqueur. Il disait, celui-là, il ne sait pas tenir son marteau-piqueur. Parce que Rav Moshe, il savait tenir un marteau-piqueur. Il avait dû apprendre. Alors ça, Rav Moshe était fort, il était costaud. Et quelqu'un m'a raconté que dans le camp dans lequel il était, le contremaître, c'était un camp où c'était une carrière, donc il y avait de la dynamite et on faisait sauter des pans entiers de rochers. Et un jour, le contremaître leur a dit, on va exploser ce rocher-là, mettez-vous de ce côté-là. Et Rav Moshe a dit, si on se met là, on va prendre les éclats du rocher. Alors, le contremaître, qui c'est ce petit juif là qui va me dire à moi, contremaître suisse, où il faut se tenir quand on explose. Mais Rav Moshe a dit, non, il ne faut pas se mettre là. Et les juifs qui étaient là-bas, ils ont suivi Rav Moshe. Ils se sont mis de l'autre côté. Ça a explosé, c'est tombé où Rav Moshe avait dit que c'était. Depuis ce moment-là, le contremaître, chaque fois qu'il faisait sauter, il demandait à Rav Moshe où ça allait tomber. Très bien pour cette anecdote. Et juste on continue un petit peu pour le parcours de Rav Moshe Soloveitchik, c'est qu'après, grâce à ça en fait, grâce à ce fait qu'ils ont été à Montreux, ils ont été sauvés de la Shoah, puisque oui, bien sûr. Il a perdu toute sa famille. Ouais. Et le Rav Steinman aussi a perdu sa famille. Aussi. Après la guerre, le Rav Soloveitchik est parti en Eretz Israël, à l'Yeshiva de Lomje. Voilà, à Petar Tikva. C'est là qu'il va être très proche de son oncle, le fameux Yitzhak Zev Soloveitchik, et aussi du Chazon Ish. Oui, il était un élève. Il a étudié chez le Chazon Ish. Il a contribué aussi même à la rédaction d'un index d'un des Sfarim du Chazon Ish. Un index sur Shabbat, d'après ce qu'on m'a expliqué. Et en fait, après quelques années, il va retourner se marier en Suisse. Et c'est là que, peu de temps après, il va être le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Lugano, qui va se déplacer après Lucerne, ce qu'on appelle la Yeshiva de Lucerne aujourd'hui. Il va être, à un moment donné, il va devoir quitter l'endroit pour certaines raisons. Il va se retrouver donc dans la ville de Zurich, où il va être, en fait, comme vous le disiez il y a un instant, il était un balabaït. Ça veut dire, en fait, il faisait un petit business de perles et de diamants. Il fallait bien qu'il gagne sa vie, oui. Exactement, pour gagner sa vie. Et le reste de la journée, évidemment, il donnait des cours, il étudiait. Mais en fait, comme vous le précisiez, il était discrètement au fond du Beth Midrash, avec un habit court, pas du tout un habit de ce qu'on appelle Chalukah Derabanan. Il était très discret. Mais malgré tout, il va être reconnu, à la fois par la ville de Zurich, à la fois par tous les rabbinim d'Europe. Il va être reconnu comme une autorité incontestable. Et c'est là qu'on voudrait vous demander à Ronstein la question, puisqu'il avait côtoyé de proche, c'est comment le public, il a compris la grandeur d'un Rav qui justement se cachait et ne se montrait pas à l'avant. Comment tout le monde l'a reconnu, tout le monde s'est plié à son autorité. Vous savez, dans le clan d'Israël, il n'y a pas d'autorité qui va désigner celui-là, il va être le grand et celui-là moins grand, etc. C'est la personnalité des gens qui s'affirment et Moshe, par ses conseils, certains gens
poser des questions, demander des conseils. Les conseils étaient bons, le bouche à oreille a fonctionné. Il y a eu d'autres gens qui ont posé des questions. Et puis de plus en plus, les gens ont compris que c'était la bonne adresse pour poser les questions importantes. Et des gens venaient de partout. Consulter. Même de grands rabbinim. Oui, non, il y avait j'ai vu de mes propres yeux des rabbinim venir et poser des questions à Rav Moshe, écouter son avis. C'est sûr qu'il avait une capacité d'analyse, de compréhension de ce dont les autres avaient besoin, etc. Il comprenait vraiment les gens à mi-mot, mais il les laissait parler. Alors qu'il avait compris, probablement au bout de 3 mots, il avait déjà compris de quoi il s'agissait. C'est arrivé plusieurs fois dans des discussions entre rabbinim, dans des conflits, etc. Quelquefois, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu. Les gens sont époustouflés de la réponse. Après sa réponse, j'ai entendu un grand rave qui a dit, qui avait beaucoup d'expérience, il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Surtout que dans les deux parties, là, ils ne comprenaient pas sur quoi on s'est opposé, à part que Moshe a décortiqué la situation et qu'il a dit, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi le problème? Sur quoi est-ce qu'on s'est opposé pendant des mois? Est-ce qu'on pourrait, il y aurait, si on veut un cave, une limite qui permettrait de distinguer ce qu'on appelle un gadol hador, un grand de la génération, avec un grand rave? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui... Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas en capacité de vous répondre. Rav Moshe était quelqu'un de très très grand, très grand. Peut-être c'est bien de préciser aussi que le public français en a profité énormément, puisque le Rav Joseph Sitruk, il ne faisait rien sans lui demander, on parle des grandes décisions évidemment, sans lui demander conseil. Le Rav Jean-Paul Amoyal avec Haotzar Torah, il prend des conseils auprès de lui. En fait, beaucoup d'autorités françaises ont aussi été en contact avec Aix-les-Bains, d'autres endroits. Et donc on peut dire que le judaïsme français lui doit énormément, bien qu'il était dans les coulisses et que personne ne savait que derrière, c'était le Rav Moshe Soloveitchik qui a un peu guidé tout ce judaïsme français. C'est juste. Ouais. C'est juste. Dites-moi, Rav Grandstein, vous l'avez côtoyé, vous avez parlé de son humilité, de son intelligence. Rav Moshe avait été quelqu'un qui, d'abord, il réfléchissait sans cesse. Bon, il y a probablement d'autres personnes qui font ça aussi, mais lui, vraiment, ce qui m'avait frappé dans le tout début, dès que je l'ai connu, c'est qu'en fait, je n'ai jamais posé une question et sans avoir le sentiment que lui, il avait déjà réfléchi à la question. Bon, alors peut-être que je n'ai pas posé assez de questions, mais en tout cas, pour ce que je peux en dire, si vous voulez, tout était l'objet de réflexion. Il pouvait aussi parler, lier des choses. Pour donner une anecdote, à Simchat Torah, en général, Moshe était relativement fatigué parce qu'il ne dormait pas beaucoup, il dormait sur une chaise sur une chaise pliante, un truc comme ça dans sa soukha. Il était très fatigué en général. Et à la fin de Simchat Torah, on dansait, etc. Et on danse et on change au fur et à mesure de nigun. Et après, il y a eu un repas. Et on a demandé à Rav Moshe de parler. Et Rav Moshe, il a donné un shiur qui reliait tous les nigunim qu'on avait chantés pendant qu'on a dansé. Alors que Rav Moshe, quand il dansait les yeux fermés en général, pratiquement. Donc, d'abord, premièrement, il s'est souvenu évidemment de tous les nuguns, et il a trouvé un kesher entre chacun. Il a construit tout le shiur sur cette suite de paroles de Teilim ou des paroles de ce sur quoi nous avons chanté et dansé. En fait, on peut dire que
communauté de Zurich, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est quand même une référence comme communauté pratiquante, très pratiquante. C'est grâce au Rav Soloveitchik. Il y a à Zurich une minorité de gens qui sont vraiment des Torahs, des gens pratiquants, comme vous dites. Bon, c'est pas l'ensemble, c'est pas la totalité de la communauté de Zurich. Hein. Mm-hmm. Il y a une communauté juive qui est, comme partout, composée de toutes sortes. Elle est due à l'influence de Rav Soloveitchik? Non, mais ceux qui sont à l'extérieur, il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont connu Rav Moshe parce qu'ils ont pris des conseils, mais il y a plein de gens qui vivaient sans contact avec lui. Hein. Il était central pour les gens qui étaient très proches de la Torah. C'est pas que tout le monde était, tout Zurich n'était pas élève de Rav Moshe, malheureusement. Ouais. Et dites-moi, il avait un derrière particulier de service divin, de Avodat Hashem. Il était un peu innovateur, il était un peu... Non, il prenait plusieurs tendances à la fois. Non, c'était vraiment un lituanien, litvak. Il respectait le Chazonish, par exemple, dans la Souka, dans d'autres dynimes. À Brisk, on est en général, on essaie d'être, comme on dit, Yotzet Koladeot. Donc là-dessus, il était un brisker. Il avait son derrière. Il était très, dans le limoud, il était très proche du pshat en fait. Il accordait énormément d'importance à chaque fois retravailler. Il est arrivé, par exemple, que quand on étudiait ensemble, on a étudié une Gemara. Et puis ensuite, on a étudié, on a travaillé sur le Minchat Chinuch. Et il se trouve que le Minchat Chinuch a cité la Gemara qu'on avait vue l'après-midi même, quoi, au début. Et moi, je croyais, oui, on a vu, c'est ce qu'on a vu l'après-midi. Moshe s'est levé, il est allé il a sorti la Gemara, il a ouvert la Gemara, et on a commencé à lire dans cette Gemara comme si Moshe n'avait jamais lu de sa vie. À ce moment-là, je n'avais pas encore l'habitude. Après, j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait étudier. Mais c'est tout. La Gemara, il la connaissait par cœur. On l'avait étudiée l'après-midi. Il aurait pu, voilà, le cite, on terminait. Non, pas du tout. On a réouvert la Gemara, on a réétudié la chose, comme si, non seulement comme si on ne l'avait pas étudié l'après-midi, mais comme si, comme toujours, Moshe, il s'investissait complètement dans l'étude. Toujours en profondeur, il ne laissait rien passer, aucun détail. Il n'aimait pas jouer. Il n'a jamais dit qu'il ne les aimait pas, parce que ce n'était pas sa façon de parler. Mais bon, il ne donnait pas des explications comme ça, qui sont faites pour être belles, mais qui ne sont pas obligatoirement vraies. Ça, ce n'était pas son genre. Dites-moi, Rav Gronstein, vous avez été plus tard, vous avez été le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Torah Traim à Nice. Torah Traim, oui. Torah Traim. Je ne le savais pas, mais c'est Rav Moshe qui m'a envoyé là-bas. Mais je ne le savais pas. Vous m'avez devancé. Les gens cherchaient quelqu'un pour remplacer Rav Ringer, qui était malheureusement décédé de façon tragique. Oui. Et bon, il y avait de la difficulté. Et moi, j'enseignais les mathématiques et j'avais un shiur à Paris avec des amis. Mais j'étais en contact évidemment avec Rav Moshe. Et lui, il ne m'a rien dit. C'est pas lui. Et eux, ils se sont allés demander, il leur a dit de me contacter. Et moi, quand ils m'ont contacté, je me pris conseil chez Rav Moshe. Mais jamais il m'a dit, c'est moi qui leur ai dit de te contacter. Ensuite, il m'a dit comment je devais faire, qu'est-ce qu'il fallait regarder. Effectivement, c'est lui qui avait tiré les ficelles pour que les choses viennent jusqu'à moi. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient arrivés chez moi. Je me suis dit, bon, ils sont vraiment complètement paumés de venir me chercher moi. Mais après, j'ai appris que c'était lui qui avait tiré les ficelles. Là, vous avez fondé même un kollel là-bas à Nice? J'ai fondé un kollel, un petit kollel, oui. On a bien travaillé. Et puis ensuite, je suis venu à Paris. Et j'ai fondé avec Marine Karmitz ce Beth Midrash Be'er Moshe. Be'er Moshe qui se trouve donc à Paris.
C'est dans le 10e, on est dans le 10e, c'est ça? En face de l'hôpital Saint-Louis. En face de l'hôpital Saint-Louis. Dites-moi, dans tout le... Enfin, je ne devrais pas dire Saint-Louis, c'était une crapule. Enfin, on l'appelle au nom de l'hôpital. Voilà. Quand vous étiez Rosh Yeshiva à Nice, vous étiez sûrement confronté avec des dilemmes ou des questions... Oui, dans toute la mesure du possible, je téléphonais ou j'allais voir Ramoshe pour poser mes questions. Il était présent, il était à vos côtés? Toujours, Ramoshe a toujours été présent. Disponible. C'est un énorme privilège, comme je disais, quand j'étais à Zurich, j'avais jamais une question plus de 48 heures. Je crois que les seules fois où j'ai attendu plus que 48 heures, pratiquement, c'est quand il était en Amérique. Et c'était pas fréquent et c'était pas tellement longtemps. Et je crois pas que je me rappelle pas de la question que j'avais à ce moment-là, mais c'était un privilège incroyable. Alors, je sais pas quel siata d'Ishmaïa j'ai eu là, de pouvoir le côtoyer. Mais maintenant, c'est sûr que vous savez, comme on dit, si jeunesse savait, toutes les questions que je n'ai pas posées et que j'ai maintenant à résoudre éventuellement, que des gens me posent des questions, et je sais que c'est une question qu'il faut poser, que j'aurais dû poser à monsieur, mais je n'ai pas eu l'intelligence de la poser, ou ça ne s'est pas présenté à moi. En fait, tout ce que vous avez discuté avec lui vous permettait quand même de pouvoir même des fois faire des liens. Oui. Et pouvoir... C'est sûr que j'étais très fortement influencé, et quand je dis quelque chose qui tient debout, en général, ça vient de lui. C'est pas... Juste préciser aussi que le Rav Soloveitchik va, au moment où les portes vont s'ouvrir en Russie, s'intéressait beaucoup au judaïsme. Il était de là-bas, donc dès qu'on a eu la possibilité de faire quelque chose en Russie, Ramoshe a tout de suite pensé qu'il fallait ouvrir une yeshiva, et il a conçu la yeshiva sans avoir mis les pieds là-bas. D'accord, Ramoshe n'est allé qu'une seule fois, à ma connaissance, à Moscou, quand la yeshiva roulait déjà. Il a beaucoup travaillé, il a même installé avec un Russe qui était qui était sorti de Russie, qui avait émigré en Israël, et qui est toujours un peintre, qui a fait l'armée, je crois, puis ensuite il a changé d'orientation, et il est venu aider. Vous savez, quand les Juifs ont pu sortir de Russie, il y avait des camps de transit, etc. Et il y avait un très fort travail qui était fait par des groupes catholiques, etc., pour convertir les Juifs, etc. Et donc, on a essayé. Ramoshe était une des chevilles ouvrières de la lutte contre cela. Et Alexander, ce jeune homme-là, Alexander Eisenstadt, a été envoyé par Ramoshe comme lui, il était russe, il pouvait parler vraiment, etc., pour essayer de contrebalancer l'influence, parce qu'il y avait plein d'argent et plein de gens qui travaillaient. Malheureusement, ils ont fait beaucoup de dégâts, ces cathos et ces groupes-là. Ensuite, à l'initiative de la fille de la fille de Ramoshe, qui avait été à Getzed avec une jeune fille, une Française. Elle avait dit à son père qu'il fallait trouver un chidour pour cette jeune fille, etc. Et Ramoshe a fait le chidour entre Alexander et Sonia, sa femme. Qui est devenue son épouse. Et elle a participé aussi à tout ce travail en Russie, puis ensuite, par la suite, en Israël. C'était vraiment l'adresse où les Russes arrivaient. Ils ont fait eux-mêmes des mariages, des Sheva Brachot, etc., reçu effectivement des Russes qui avaient besoin de leur aide, quoi. Je crois que ça continue encore aujourd'hui. En fait, je crois même, quand j'étais moi-même jeune au Rassi, donc avant que les portes de la Russie s'ouvrent, il y avait quelques Russes qui étaient déjà sortis, qui essayaient d'avoir une certaine influence pour le judaïsme en Russie. Et là, j'avais entendu à l'époque
que c'était sous la tutelle de Rav Moshe Soloveitchik. Oui. Donc il s'est toujours intéressé au judaïsme de Russie, qui était un peu étouffé Oui, bien par, sûr, le, c'était par le régime. Ouais. par le régime. Ouais. Et après, il y a eu toutes ces campagnes de milotes. Il a fallu faire la mila. Ils ont fait des dizaines et des centaines de milotes. Je veux dire, Il y avait encore d'autres domaines que vous êtes au courant qui sont moins connus, qu'il était investi, le Rav Soloveitchik? Est-ce qu'il était investi sur le judaïsme en Israël? Où il y avait assez de... je ne crois pas. Non. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il se soit mêlé de cela, mais peut-être je me trompe. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, en Angleterre, c'est évident, toute l'Europe. Oui, c'est-à-dire, il y avait des gens qui arrivaient d'Angleterre pour poser des questions. J'ai vu des gens arriver, tu sais, Shabbat à minuit et demi, il arrivait de Manchester ou de Londres pour poser des questions. Il a pris tout de suite après Motzei Shabbat, il était arrivé, ils avaient pris l'avion, il était arrivé, je dis minuit et demi, mais c'était peut-être 1h du matin. 1h du matin, et Rav Moshe les recevait. Vous avez encore une anecdote à nous rajouter sur la grandeur de Rav Soloveitchik? Il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui avaient des problèmes. Un jour, il y a un couple qui est venu, qui avait un enfant très très malade. Et Rav Moshe s'est un peu occupé d'eux. Grâce à Rav Moshe, ils ont eu des contacts médicaux, etc. Et malheureusement, l'enfant est décédé. Et c'était minuit et demi, je crois, 1h du matin. Et ils ont téléphoné à Rav Moshe. Il était à l'hôpital. Elle pleurait, l'enfant était niftar. Et alors, Rav Moshe et la Rebbetzin ont pris leur manteau et leur plus jeune fils a dit « Papa, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il dit « Qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais pleurer avec lui. » Très joli. Avec eux. C'est ça ce qu'on peut faire, je vais pleurer avec eux. Ah ouais. Et c'était ça, je veux dire, il y avait une très très grande, ben alors c'est comme une très très grande sensibilité. Mais c'est pas quelqu'un qui... C'est les Lituaniens, ça n'exprime pas vraiment extérieurement les choses en général, mais j'ai vu plusieurs fois, il est arrivé des gens poser des problèmes, et Rav Moshe, il sortait pour pleurer, pour pas pleurer devant eux, il sortait, et comme moi j'étais dehors, puisque j'étais pas, on était en train de lerner, mais ils en sont arrivés, donc Rav Moshe les a reçus, et je vois Rav Moshe qui sort et qui pleure. Il ne voulait pas pleurer. Il ne pouvait pas ne pas pleurer, et il ne voulait pas pleurer devant eux. Donc il est sorti pleurer. Un témoignage extraordinaire. Bémet, vous avez rapporté un peu à la fois sa grandeur dans le limoud, sa responsabilité pour... Il cachait aussi tout. Dans la période des Shiva, il y a toutes sortes de choses qui sont sorties, que des gens venaient dire « mais il a fait ça pour moi », personne ne le savait. Même la Rebbetzin ne le savait pas. Il y a des choses que même elle ne savait pas. Parce que ce n'était pas nécessaire, il ne voulait pas... Il y a des gens qui ont essayé d'espionner Rav Moshe, ils voulaient savoir est-ce qu'il fait cette fille-là, est-ce qu'il fait ça, savoir, etc. Et il y en avait un en particulier, un ami qui, niftar déjà maintenant, et qui connaissait bien ce que Rav Moshe était peut-être susceptible de faire, et il dormait chez Rav Moshe, il avait été hébergé chez Rav Moshe. Pendant la nuit, il voulait savoir ce que faisait Rav Moshe, alors il faisait comme s'il avait besoin de sortir, mais Rav Moshe, il était toujours en train... je cherchais quelque chose, comme si... surtout, on ne pouvait pas qu'on l'attrapait. Je crois que le barreau en question, il voulait savoir si Rav Moshe faisait Tikkun Chatzot. Mais il n'a jamais réussi à le voir. Parce que même si c'était peut-être possible, mais Rav Moshe, il l'a vu, il a fait comme s'il était en train de chercher quelque chose. Donc il n'a jamais réussi à savoir ce qu'il en était vraiment. Alors peut-être que les enfants le savent, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, de l'extérieur, on ne savait pas. Chazak U'Baruch pour ce témoignage, Rav Grunstein. C'est extraordinaire, vraiment, pour ce témoignage d'un grand homme qui a disparu et qui a quand même marqué toute une génération. J'espère que je n'ai pas trop abîmé l'image.
surtout pas. Mais bon, À la fois Torah, c'est un Chesed. tel privilège que